Et tout de suite, place à l'invité de la matinale. C'est un accord de paix qualifié d'historique par le président américain. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé hier un accord de paix à Washington. Objectif, mettre fin au conflit dans l'est de la RDC, conflit qui a fait des milliers de morts. Pour Donald Trump, c'est un nouveau chapitre d'espoir pour la région des Grands Lacs. Qu'en est-il exactement? Pour faire le tour de la question, avec nous en direct de Bruxelles, analyste politique Henri Nzouzi. Henri Nzouzi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous, merci de m'accueillir. Alors, avant de parler du contenu de ce texte, est-ce qu'on peut déjà considérer la signature de cet accord comme un tournant dans ce conflit qui a trop duré? Oui, incontestablement. Il y a eu dans le passé des accords similaires, mais jamais un tel accord n'avait bénéficié du soutien diplomatique aussi massif qu'une tierce partie comme les États-Unis, ce qui change radicalement la donne et qui, à mon sens, donne beaucoup d'espoir quant à la mise en œuvre de cet accord. Alors, que retenir justement de ce texte signé par le Rwanda et la RDC sous les auspices des États-Unis? Écoutez, il y a plusieurs points importants, on va peut-être les relever ensemble. Il y a d'abord évidemment l'intégrité territoriale ainsi que l'interdiction des hostilités. Cela concerne évidemment les deux pays. Vous avez ensuite le point relatif au désengagement, mais également au désarmement et à l'intégration des groupes armés non étatiques. Vous avez le point relatif au mécanisme conjoint de coordination de sécurité. C'est un point important puisque c'est celui qui véritablement pourra créer les conditions disons, d'un règlement pacifique du conflit, avec notamment l'obligation, pour ce qui est du Rwanda, de pouvoir procéder à son désengagement, et puis surtout la neutralisation des forces dites négatives. On pense évidemment au FDLR. Il y a le point évidemment relatif aux réfugiés, aux personnes déplacées, aux déplacements internes. Il y a aussi un point relatif à la MONUSCO. On a eu tendance à l'oublier depuis plusieurs mois. La MONUSCO qui a malgré tout continué à faire plus ou moins son travail dans des conditions extrêmement difficiles. Et puis il y a enfin le cadre d'intégration économique qui jette évidemment les bases d'une plus grande intégration économique régionale. Tout cela avec évidemment la nécessité de mettre en place un comité de surveillance conjoint qui sera chargé tout simplement de veiller à la bonne application de cet accord. Dans l'hypothèse où l'une des deux parties devait faillir à ses obligations, ce comité se chargera de régler le différend. Comité dont je rappelle qu'il devrait être composé de facilitateurs de l'Union africaine, mais également du Qatar, des États-Unis et bien évidemment du Rwanda et de la RDC. Henri Nzouzi, l'accord n'inclut pas directement le M23, dont des représentants étaient hier à Doha pour négocier avec Kinshasa. L'absence de ce groupe armé à la table des négociations à Washington remet-elle en cause l'efficacité de l'accord de paix paraphé hier dans le bureau ovale par les ministres rwandais et congolais des Affaires étrangères? Je pense qu'il y a eu une volonté de la médiation américaine de découpler cette question du M23, étant donné que le processus avait déjà été enclenché à Doha. Je rappelle que les pourparlers de Doha ont commencé bien avant ceux de Washington. Je pense que cela peut-être constituer une petite difficulté dans la mesure où, concernant justement le volet relatif à l'intégrité territoriale de la RDC, on évoque effectivement le désengagement du Rwanda en tant que pays non invité, mais il faut se rappeler que la lettre et l'esprit de la résolution 2773 c'était précisément de demander aux troupes rwandaises de quitter le territoire, ainsi que le M23 de Goma et Bukavu. Cette disposition ne figure pas dans l'accord. On se contente simplement de dire que le désengagement ou tout simplement le retrait des mesures de défense ou plutôt défensives du Rwanda, qui se trouve sur le territoire pour des raisons préventives, pour empêcher éventuellement
tout activisme du FDLR, cela est également intégré dans la nécessité de respecter l'intégrité de la RDC, ce qui est assez surprenant. On aurait pu penser effectivement que dans le cadre du respect de l'intégrité, il fallait tout simplement que ces troupes se retirent sans condition et que le M23, qui est largement tributaire évidemment du Rwanda, puisse également être concerné et se retirer. C'est un peu dommage, mais bon, voilà, on va essayer de voir comment les choses vont s'articuler. C'est pour cette raison d'ailleurs que plusieurs mécanismes ont été mis en place pour essayer de faire en sorte que les différentes clauses de cet accord puissent être respectées. Alors nous allons continuer à parler de cet accord. Est-ce que le fait que les États-Unis en soient aujourd'hui les garants rend cet accord plus crédible et plus solide que les précédents? Parce qu'il y en a eu pas mal ces dernières années. Oui, absolument. Là, pour le coup, l'implication des États-Unis montre à quel point c'est un sujet qui préoccupait justement les États-Unis. N'oubliez pas qu'il y a le volet économique qui intéresse au premier chef les USA, et surtout les États-Unis jouent leur crédibilité. Cela étant, il faut bien voir dans quel contexte nous sommes aujourd'hui. Nous sortons d'une séquence diplomatique plutôt favorable à Donald Trump. Je rappelle, il y a d'abord ce cessez-le-feu qu'il a décrété dans le conflit entre l'Iran et Israël. Il y a eu le sommet de l'OTAN à La Haye, et puis il y a évidemment le parrainage de cet accord de paix entre la RDC et le Rwanda, dans lequel justement les États-Unis ont décidé de peser de tout leur poids pour décidément faire respecter la lettre et l'esprit. Je pense que c'est la donne nouvelle qui change, à mon sens, les choses. Maintenant, nous verrons à travers les différents mécanismes qui seront mis en place comment est-ce que les États-Unis pourront user de leur influence. N'oubliez pas que l'un des intérêts majeurs pour les USA, évidemment, c'est l'accès aux minerais dits critiques. Cela ne pourra se faire que dans un environnement sécuritaire assaini et apaisé. Justement, est-ce que vous pouvez revenir sur les mécanismes qui sont mis en place pour garantir l'exécution de cet accord de paix ? Alors très bien. Alors nous avons d'abord le fameux comité conjoint de surveillance, le comité de surveillance conjointe, si vous préférez, qui est composé des deux parties signataires, en l'occurrence la RDC et le Rwanda, mais qui verra également en son sein les facilitateurs de l'Union africaine, le Qatar et les États-Unis. Il s'agira donc d'un véritable monitoring qui sera chargé d'arbitrer les différents éventuels qui serait observé dans le cadre de l'exécution de cet accord. Maintenant, sur un plan purement technique, pratique et sécuritaire, vous avez le mécanisme conjoint de coordination sécuritaire qui, lui, concerne essentiellement le Rwanda et la RDC et qui va s'atteler à veiller à ce que le fameux concept opérationnel qui s'occupe de la neutralisation des FDLR, mais également de la garantie de désengagement des mesures dites défensives, donc de l'armée rwandaise, sera effectivement opérationnelle. La seule chose qui m'inquiète, et je le dis véritablement en tant qu'expert, c'est que nous risquons à un moment donné d'avoir une indexation du désengagement effectif des troupes rwandaises à une évolution ou à un progrès qui serait éventuellement observé dans la neutralisation des forces dites négatives. Donc on pense au FDLR évidemment, ce qui signifie en d'autres termes que le désengagement total des troupes rwandaises pourrait n'être effectif qu'à la condition que les FDLR seraient neutralisés. Et là, ce qui me paraît être une difficulté importante à l'avenir, c'est que les deux parties pourront dire, écoutez, nous avons fait notre part, et l'autre dira, oui, mais on n'a pas la preuve que vous avez effectivement fait votre part. Donc, c'est un peu ça qui est un peu compliqué. La deuxième chose que je trouve aussi un peu dommage, c'est qu'on aurait dû, précisément dans le volet relatif au respect de l'intégrité territoriale de la RDC, mettre tout simplement une application pure et simple de la résolution 2773 avec l'obligation du M23 de quitter les villes de Bukavu et de Goma. En d'autres termes, on aurait pu associer tout simplement le M23 à ce document, puisque l'on connaît, vous le savez, l'influence que le Rwanda exerce sur ce groupe armé. Très rapidement, Henri Zozi, quel impact le respect aujourd'hui de cet accord par les deux parties pourrait avoir sur la stabilité de la région des Grands Lacs, l'une des régions les plus densément peuplées d'Afrique ?
Oui, alors évidemment, cela va changer radicalement la donne, puisque vous le savez, c'est une zone économique qui est promise à un très bel avenir et beaucoup de choses n'ont pas pu être réalisées à cause précisément du contexte dit sécuritaire. Vous avez le volet relatif au cadre d'intégration économique dans lequel vous avez au niveau bilatéral, régional, eh bien, des choses qui se mettent en place. Rien ne pourra se faire s'il n'y a pas une vraie coopération. C'est dans ce cadre-là que l'accord insiste notamment sur l'importance de renforcer les dispositifs qui ont déjà été mis en place au niveau de la ZLECAf, au niveau de la CIRGL, au niveau de l'EAC et des autres organisations sous-régionales. En d'autres termes, c'est de pousser encore plus loin la logique d'intégration régionale dans un environnement sécuritaire qui soit à la fois assaini et apaisé. Merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions.